Bonsoir à tous, à toutes, amis du cercle Est-Ouest. Je veux juste faire une petite annonce avant de commencer la présentation. La prochaine activité, en fait, ça va être une interview, ça ne sera pas comme telle une conférence, aura lieu le 8 mai, mais c'est un mardi. On va revenir dans 2 semaines au mardi. Alors, prenez ça en note et ça va être indiqué quand même sur le site, mais les changements, des fois, ça nous surprend. Fait que le 8 mai, ce sera l'interview que Gérald va présenter avec Mme Janine Lebel. En fait, c'est elle qui va être interviewée. Pour être plus clair, dans 2 semaines, sur le théâtre. C'est pas une interview, c'est un entretien. Donc, moi, je l'ai dit entretien, puis Janine l'a dit, c'est interview. Ah, je m'excuse. C'est corrigé, mais toi, tu es le spécialiste, tu es spécialiste des entretiens avec les écrivains. Pas des interviews. Bon. Des entretiens. Alors, c'est ça, c'est fait. Alors, c'est avec grand plaisir que le Cercle Est-Ouest accueille ce soir Mme Metelmi-Sani. Mme Metelmi-Sani est d'origine égyptienne et vit au Canada depuis 20 ans. Elle est professeure de cinéma et d'études arabes à l'Université d'Ottawa. En tant que chroniqueuse, elle a publié récemment « Ceci n'est pas un paradis », un ensemble de chroniques, et vous pouvez vous le procurer ce soir. On a aussi la possibilité de lire Mme Metelmi-Sani, ses chroniques littéraires dans le journal Le Devoir. Mme Metelmi-Sani est aussi romancière. Elle a publié plusieurs romans chez Actes Sud, en fait c'est Sinbad Actes Sud, notamment, et elle a publié ailleurs aussi, et je ne mentionne que le plus récent paru en 2012 qui s'intitule Acapella. Celui-là, le seul roman de notre invité, est à la bibliothèque municipale. J'ai vérifié hier. De plus, elle est l'auteur de plusieurs recueils de nouvelles. Elle traitera ce soir du concept de nomadisme chez les 2 philosophes français, Gilles Deleuze et Félix Guattari. Applaudissons Mme Metelmi-Sani. Merci à tous, merci Clément pour cette belle invitation, merci le Cercle Est-Ouest qui me fait venir à Trois-Rivières. Ça fait 20 ans que je vis au Canada, c'est la première fois que je viens à Trois-Rivières et c'est vraiment une ville qui m'enchante déjà. Alors je compte retourner. Je suis ici pour parler d'une recherche que j'ai commencé à élaborer il y a 5 ans sur la demande de la Fondation Trudeau qui m'avait invitée en tant que romancière à donner un keynote speech, une conférence plénière, sous le thème de citoyenneté responsable. Et c'est un thème, chaque année, dans la conférence annuelle de la Fondation Trudeau à Montréal, il y a chaque année un invité qui parle de citoyenneté responsable. Et étant moi-même une Deleuzienne, donc quelqu'un qui s'intéresse énormément à la philosophie de Deleuze, je me suis inspirée donc de son concept de nomadisme pour parler plutôt de la citoyenneté nomade, qui est un concept que j'essaie d'élaborer, donc voilà 5 ans à peu près, puisque ma conférence plénière a eu lieu en 2013, et là on est en 2018. Je me prépare maintenant pour publier un petit essai sur le concept de citoyenneté nomade, à partir de ma position de Canadienne, égyptienne, auteur nomade, et qui réfléchit énormément sur le mouvement aussi. Et qu'est-ce que ça signifie, le mouvement et la mobilité dans l'ère moderne. Donc c'est un essai que j'aimerais peut-être publier d'ici la fin de l'année chez Mémoire d'Encrier, le même éditeur qui a publié « Ceci n'est pas un paradis ». Mais déjà dans « Ceci n'est pas un paradis », je parle énormément de Deleuze et je parle de l'immigration et du mouvement. Dans mon cas, c'est un mouvement même qui se fait à travers, sur les 20 ans, entre Le Caire, Montréal, où j'habite, je fais mon doctorat à Montréal, à l'UDM,
en littérature comparée et cinéma en 2005. Et à partir de 2006, j'immigre dans l'immigration et je m'en vais vers l'Ontario, je m'installe à Ottawa et j'enseigne en anglais. Donc ça devient pour moi une double immigration, on va dire, un double mouvement à l'intérieur du Canada, puisque je me sens un peu comme exilée à Ottawa, et étant donné que je suis francophone à la base, et maintenant j'enseigne en anglais la plupart du temps. Alors, dans ce livre, je parle un peu de tout ce mouvement-là, le va-et-vient entre l'Égypte et le Canada, mais à l'intérieur du Canada, entre Montréal et Ottawa, et Gatineau, et ainsi de suite. Mais pour revenir au concept de citoyenneté nomade, j'ai préparé un texte que je vais vous lire, et puis on peut avec l'aide du PowerPoint, on peut peut-être développer une réflexion autour de ce concept. Vous allez me dire si il y a des problèmes dans n'importe quel concept philosophique, évidemment. Et quels seraient ces problèmes-là? Je suis prête à écouter pour savoir où est-ce que ça cloche et comment je peux améliorer la discussion même de ce concept, qui fait peur, hein? Il faut pas le nier non plus. Dès qu'on dit nomade, nous sommes plutôt des sédentaires, surtout dans les États-nations depuis déjà 2 siècles maintenant. Et le mot nomade réfère tout de suite à une menace. Hein? Et ce n'est pas du tout mon intention, ce n'est pas des nomades ni des peuples nomades que je vais parler, mais c'est vraiment un nomadisme et un mouvement plutôt intellectuel et artistique plutôt qu'autre chose. Donc le dépassement des frontières à l'échelle intellectuelle et artistique. Alors, la conférence pose donc la question des droits et libertés de l'homme moderne à la lumière de 2 concepts qui définissent notre bien-être social et politique depuis le siècle des Lumières. Le concept de citoyenneté, nationale ou mondiale cosmopolite, puisqu'on parle aussi à un certain moment de citoyens du monde, et le concept de justice, que j'aimerais mettre ensemble ici, que ce soit la justice juridique, morale ou humanitaire, humaniste. Alors que le premier s'articule autour de la notion de frontière, donc le concept même de citoyenneté s'articule autour de la notion de frontière, le deuxième, celui de justice, ne peut être considéré en dehors d'une réflexion éthique et altruiste. Et c'est un peu ma position à moi, que de développer à travers la philosophie de Deleuze une pensée éthique, une affirmation de la joie dans une époque où on est vraiment entouré de toutes sortes de violences et d'injustices, mais aussi de tristesse. Alors que le concept de citoyenneté nomade, pour moi, injecte un peu de la joie et de l'affirmation de la joie dans notre façon de vivre ensemble. Je me propose de fonder la question de la citoyenneté nomade sur une critique des nationalismes et une radicalisation du principe de la justice sociale à la lumière des mouvements de révolte populaire en Égypte. Alors je m'inspire aussi de tout ce qui s'est passé dans mon pays natal, voilà maintenant 7 ans, puisque, comme vous le savez, en 2011, les Égyptiens sont sortis dans les rues pour se révolter contre le régime répressif de Moubarak. Et moi, j'étais devant mon écran dans le sous-sol à Ottawa en train de pleurer pendant 18 jours, les 18 jours des grandes manifestations qui se sont terminées par, heureusement pour l'Égypte, par le départ de Moubarak. Malheureusement, nous sommes retournés maintenant vers un régime encore une fois militaire. Ça, c'est une autre histoire. Mais enfin, donc, pendant toute cette période-là, la réflexion sur la citoyenneté nomade était aussi une réflexion sur la position de l'intellectuel de la diaspora, un peu comme ma situation à moi, qui est canadienne et égyptienne à la fois, et quel serait mon rôle, quelles seraient mes responsabilités intellectuelles et morales envers mon pays d'origine à un moment charnière de son histoire, comme le moment de la révolution de 2011. Mais alors, avant de passer à la discussion, j'aimerais quand même attirer votre attention sur un ensemble. Je ne sais pas si je dois pointer, ou est-ce que je dois pointer? Un ensemble de mots et de termes. Ça serait ici, vers l'ordi. Vers votre ordinateur. Normalement. Est-ce qu'il est ouvert? Si je me déplace, on va voir. Il est ouvert. C'est celui d'en haut qui...
Sinon, est-ce que vous pouvez l'actionner chez vous? Si je vous fais un petit signe. Je vais vérifier aussi. J'avais accumulé un certain nombre d'idées, de concepts, etc., qui allaient flotter dans cet espace blanc pour vous dire que j'essaie de faire le lien entre plusieurs mots et termes. Mais est-ce qu'à partir de l'ordinateur, on peut le faire? Oui. Hein? Mais, Oui. voulez-vous faire un essai vers ça ici, vers le haut? Au cas où ça fonctionnerait? Pas du tout? Réessayez-le vers l'ordinateur. Il va fonctionner probablement. Ah, voilà. Voilà. Les termes. Il y a plusieurs idées, plusieurs concepts qu'on peut voir ici et j'essaie, évidemment, lorsqu'on réfléchit, on ne fait pas nécessairement tous les liens nécessaires entre tous ces mots, mais ce sont des mots qui vont être à l'arrière-fond de ma réflexion tout le long de cette conférence, mais surtout pour relier l'Égypte, le Canada, en passant par la France. Enfin, c'est un peu ça ce que dont je voulais vous parler avec ces quelques éléments qui se trouvent maintenant sur l'écran. Et ce sont des concepts que j'essaie de creuser évidemment dans la recherche. Alors je suis née dans un lieu qu'autrefois on nommait l'oasis d'Héliopolis. Déjà le mot oasis fait référence directe au nomadisme, comme si j'étais destinée à réfléchir sur le nomadisme à partir de mon oasis d'Héliopolis. Comme les peuples nomades, j'ai toujours promené une parcelle de cette oasis dans l'errance et j'en ai laissé une parcelle à chaque départ. Or, l'oasis d'autrefois n'a jamais réellement existé. Ce que vous voyez là, c'est une rue dans le quartier où je suis née. Il s'agit plutôt d'un milieu urbain sophistiqué, habité autrefois par les classes riches et occidentalisées d'Égypte, et qui, suite aux politiques de nationalisation des années 1960, commence petit à petit à disparaître. Je suis donc née dans ce quartier hybride, aux façades orientales, comme vous le voyez sur l'image, dans un pseudo-désert peuplé d'Européens et d'Égyptiens, polyglottes, dans une famille musulmane libérale, dont le père était cinéaste, francophone, de gauche, et la mère, professeure de langue arabe. J'ai quitté l'Égypte pour la première fois à l'âge de 24 ans pour passer 6 semaines à Paris. Depuis, je n'ai jamais réussi à me sédentariser. Donc je crois que déjà, à ce moment charnière de ma rencontre avec l'Ouest, avec l'Occident, à l'âge de 24 ans, c'était le moment où j'avais décidé, je crois, que je ne serais jamais sédentaire. Ce voyage parisien coïncide à la fois avec mes premiers balbutiements en création romanesque, puisque je commence à écrire un premier récit à Paris, et ça coïncide donc aussi avec les débuts en recherche académique. Henri Gobard propose dans L'aliénation linguistique, un livre que je cite énormément, qui a été écrit en 1976, une analyse tétraglossique de l'usage de la langue dont je retiens ceci. Donc le dépaysement et le mouvement me mènent à réfléchir aussi sur les différents niveaux de langage et de langue que j'utilise dans ma vie. Comme vous allez le voir ici, il y a plusieurs couvertures de mes livres. J'écris à l'origine en arabe, et puis après, les romans sont traduits dans d'autres langues. Un de mes premiers romans que vous voyez au milieu, Donyazad, c'est mon premier roman qui a été traduit en 8 langues différentes, alors qu'il a été écrit en arabe. Et c'est un peu aussi le voyage de ces romans-là qui me force moi aussi à voyager en suivant les romans, là où ils sont publiés. Mais alors, si on regarde ce que Henri Gobard propose dans l'aliénation linguistique, il parle de ce qu'on appelle la langue vernaculaire, qui est maternelle, territoriale, c'est-à-dire qui effectue une fonction de territorialité
sur une communauté close d'origine rurale, etc. Il parle d'une langue véhiculaire, urbaine, étatique ou même internationale. Et il parle d'une langue mythique qui se base sur une terre spirituelle ou religieuse. Et je crois que ces trois langues-là qu'on retrouve un peu dans toute l'œuvre romanesque, mais aussi un peu dans la recherche que je publie dans plusieurs langues. Alors ici, la langue maternelle, c'est vraiment la langue que j'utilise pour l'écriture aussi, qui est une langue à la fois vernaculaire, mais aussi qu'on retrouve dans le cinéma, puisque je fais ma recherche sur le cinéma. C'est cette langue-là qui m'inspire tout le long de mes années de jeunesse et d'adolescence en Égypte. La fonction du français, par contre, pour moi, c'est une langue plutôt véhiculaire, donc qui est urbaine, étatique, etc. Et c'est dans cette langue-là que je vous parle aujourd'hui, mais c'est dans cette langue que j'écris aussi ma recherche académique. Je n'ai jamais réussi jusqu'aujourd'hui à écrire de la création en français. Et ça me bloque des fois de penser que je vais écrire un roman en français. Une langue référentielle, c'est-à-dire que pour moi, elle représente la langue du sens et de la culture. Donc vous allez voir ici, par exemple, quelques images. Je suis un peu narcissique dans ces photos, mais on va passer au nomadisme tout de suite après. Ce sont des images de mon enfance à l'école des Sœurs, l'école catholique, où j'avais appris la langue française, mais où aussi j'avais appris à m'identifier comme francophone. Et très tôt, il y avait cette séparation-là entre la maison qui est plutôt une famille musulmane traditionnelle d'une façon ou d'une autre, et l'école. Et donc la famille, on parle en arabe, à l'école, on parle en français, et j'ai toujours vécu entre les deux mondes confortablement, hein, sans sentir que je suis en exil ou quoi que ce soit, avec le sentiment que j'appartenais aux deux mondes à la fois et de façon égale. Ensuite, on va voir que plus tard, donc à Ottawa, je passe à la langue du dépaysement, du double exil, etc. Et je commence à enseigner en anglais, qui est donc ma troisième langue. Et ce mouvement, en soi, est un mouvement, à mon avis, nomade, mais qui s'exprime à travers le mouvement des langues. Hein. Donc nous bougeons tous à travers les langues. Si on est unilingue, il n'y a pas ce même rapport à la langue, mais si on est trilingue, qui est mon cas, évidemment, ce mouvement-là me pousse à réfléchir dans trois langues différentes et dans trois cultures presque différentes, et ainsi de suite, et de développer une pensée de l'aller et vient là, de l'éternel retour aussi. Il existe évidemment une solidarité extraordinaire entre les trois langues et leurs fonctions, solidarité qui se manifeste des fois dans le passage d'une langue à l'autre ou d'un usage à l'autre, mais aussi dans l'hésitation ou dans ce que Deleuze appelle le bégaiement, et il le dit avec beaucoup de... C'est une notion très positive chez Deleuze, c'est-à-dire dans le doute. Hein, pas dans la confirmation qu'on est un, mais dans la confirmation qu'on est multiple, déjà à travers les trois langues qu'on parle et qu'on utilise tous les jours. Dans mon cas, ce serait évidemment l'arabe à la maison. Je continue de parler l'arabe avec mon mari et des fois avec mes enfants, qui sont plutôt du côté du français et de l'anglais, mais ils comprennent un peu la langue. Et le français, qui est la langue que j'utilise avec mes amis, et l'anglais, la langue que j'utilise pour enseigner. L'alliance géoculturelle des trois langues et de leurs fonctions simultanées établit un rapport intrinsèque, voire incontournable, entre la langue et la terre ou le territoire. Alors, où est-ce que je me passe quand je flotte entre trois langues déjà, hein? Donc, l'idée de la territorialité de l'espace est déjà là comme une hantise. Hein? C'est quelque chose qui me hante nécessairement, même en étant à Ottawa pendant 12 mois de l'année, sans bouger, tout en étant sédentaire, juste le fait de passer d'une langue à l'autre. J'écris un roman, je l'écris en arabe, je fais une recherche
je publie la recherche en anglais ou en français, j'enseigne en anglais, je parle avec mon ami francophone, français de France en fait. Mon ami le plus proche à Ottawa est un Français, et donc je me déplace déjà entre ces plusieurs territoires. Ainsi, l'écriture romanesque me parlait souvent de cartographier mes appartenances identitaires et linguistiques et d'imaginer des pays à venir que je rêve un jour d'écrire un roman dans les 3 langues qui serait adressé peut-être à quelqu'un qui parle les 3 langues et qui comprend les 3 langues et qui n'aura pas besoin de traduction entre les 3 langues. Et qui, donc, une fois le roman devrait être traduit dans ce cas-là forcément dans les 3 langues, et ainsi de suite. Mais elle me permet aussi de me déterritorialiser, c'est-à-dire de défier le statisme du territoire culturel dominant et de chercher le dépassement d'essences figées assignées à ses appartenances. Ce constat motive une critique du concept de littérature territoriale et une acceptation de ce que j'appelle la condition nomade de l'intellectuel, qu'on peut appeler aussi de l'intellectuel transnational. Donc il y a la possibilité de traverser les frontières entre plusieurs nations du simple fait qu'il a plusieurs passeports, par exemple. Donc les transnationaux deviennent de plus en plus présents dans la vie de tous les jours. Alors c'est quoi exactement le nomadisme et l'idée d'élargir l'espace? Tout ça, c'est pour vous dire que j'écris aussi, je publie aussi de la recherche en anglais, donc ce sont quelques-uns des titres de mes recherches. Donc élargir l'espace, ce serait vraiment l'idée à la base de du traité de nomadologie de Deleuze, qui est un long chapitre d'une centaine de pages et plus, dans 1000 plateaux, publié au début des années 80, et qui m'inspire énormément pour essayer de résoudre un petit peu le dilemme personnel que je viens de vous présenter là. Parler à travers plusieurs langues, venir d'une famille musulmane, mais passer toute ma vie, mon adolescence à l'école catholique, et ainsi de suite. Et puis immigrer du Caire vers Montréal et de Montréal vers Ottawa. Toute cette complexité-là, je crois que le concept de nomadisme développé par Deleuze m'aide énormément à résoudre un petit peu et à démêler un petit peu les ficelles de toutes ces identités multiples qui me définissent. Donc, dans le traité de nomadologie, Gilles Deleuze a recours à la théorie du jeu pour définir le champ d'action ou le champ de guerre, puisqu'il utilise le terme machine de guerre, pour définir le champ d'action du philosophe. Et moi, par extension, je dis le champ d'action de nous autres, intellectuels, artistes, peintres, musiciens, universitaires, littéraires, etc. Deleuze et Guattari utilisent pour définir la nomadologie l'opposition entre les échecs et le jeu du Go. Les échecs étant un jeu d'état, selon Deleuze et Guattari, le Go étant un jeu sans ligne de combat définie. La description et la distribution de l'espace dans les deux cas sont extraordinaires. Selon Deleuze, dans le cas des échecs, il s'agit de distribuer un espace fermé, donc d'aller d'un point à un autre, d'occuper un maximum de place avec un minimum de pièces. Dans le Go, il s'agit de distribuer dans un espace ouvert, de se distribuer dans un espace ouvert, de tenir l'espace, de garder la possibilité de surgir en n'importe quel point. Le mouvement ne va plus d'un point à l'autre, mais devient perpétuel, sans but ni destination, sans départ ni arrivée. Espace lisse, et ce sont des mots de Deleuze et Guattari, espace lisse du Go contre espace strié des échecs. Et encore une fois, ils élaborent sur un autre concept, qui est le concept donc du nomos, le nomos du Go, contre l'état des échecs. Nomos contre police, et là on termine la citation. Ce que propose Deleuze et Guattari, c'est effectivement une autre justice, un autre mouvement, un autre espace-temps. Alors, je traduis la réflexion de Deleuze et Guattari en d'autres termes, mais qui sont un peu moins combatifs, disons, et plus concrets. Je me considère comme nomade de la pensée, consciente de mes origines, et je ne cesse d'élargir mes territoires d'action.
Ma condition nomade est le site de mon engagement politique et humaniste. Nomade, mais localisé, attaché à plusieurs places dans le monde simultanément, je me perçois comme ce nomade du sculpteur catalan Jaume Plensa. Ah, ici, c'est le nomos versus le polis. Donc, c'est un peu l'image. J'aurais dû peut-être vous montrer ce slide en parlant de la comparaison entre le jeu des échecs et le jeu du Go. Le Go, on peut jouer pendant des journées entières, des jours entiers, sans avoir un vainqueur à la fin, sans avoir un gagnant à la fin. C'est un jeu qui développe des mécanismes de mouvement au-delà de l'idée de qui sortira vainqueur de ce jeu. Au contraire, évidemment, à l'opposition du jeu des échecs. Alors, le nomadisme pour moi, c'est un peu, non pas le nomade que l'on voit ici, hein, le nomade dans l'histoire et dans la vie sociale, ce n'est pas ce nomade qui m'intéresse, mais c'est plutôt ce nomade-là qui est une représentation allégorique du nomadisme que j'essaie d'articuler dans ma recherche. Ici, c'est Jaume Plensa, qui est un grand sculpteur catalan, qui nous montre une figure accroupie. C'est une statue haute de 8 mètres qui est faite d'acier peint. Et cette figure-là est placée faisant face au large, à la mer, sur le bastion Saint-Jaume à Antibes. Plensa, le sculpteur dans cette image, explique son œuvre en nous disant que, telles les briques, les lettres ont une potentialité de construction. Elles nous permettent de construire une pensée. Alors, si on rapproche un petit peu, on va voir que la sculpture est faite en fait de lettres, de langue, de cet outil de communication dont on ne peut pas se passer et qui nous définit d'une façon ou d'une autre. Si on parle plusieurs langues, comme c'est mon cas, ici, la signification de la sculpture prend même une dimension encore plus importante, plus intéressante, parce que ce sont des lettres, mais pas des mots. Donc on peut fabriquer avec ces lettres-là toutes les langues qu'on puisse imaginer du moment où ce sont des langues européennes. Le nomadisme est donc pour moi un déclencheur intellectuel et une affaire de perception, la vue tournée vers le large, vers l'horizon. Cette pensée créative et philosophique s'articule comme ces lettres blanches à travers l'écriture et s'exprime au niveau de la réalité politique par le biais d'une action à la fois créative et humaniste. Pour résumer, la citoyenneté nomade est donc un exercice, mais c'est l'exercice des droits intellectuels et un programme éthique et politique à la fois, qui est dicté par la complexité de la condition postmoderne de l'humain et par une sorte de justice étendue à l'échelle du monde. Je vais passer tout de suite à des remarques qui s'imposent parce que au niveau de la pensée, c'est peut-être pas suffisamment clair. Et dans l'essai plus long, là, je l'articule avec des exemples et je donne plein d'autres éléments qui éclaircissent un peu plus la pensée deleuzienne et comment moi je m'approprie cette pensée pour faire quelque chose de différent avec, en fonction de mon vécu, de mon expérience d'immigrante entre le Canada et l'Égypte, etc. Mais alors il y a des remarques qui s'imposent. La première pour moi, c'est que lorsque j'évoque le droit à la citoyenneté nomade, je ne suis pas en train de dire nous devons être tous des citoyens nomades. C'est impossible. Je reconnais l'impossibilité actuelle et future de transformer ce droit, qui est pour moi un droit moral et éthique, et intellectuel et artistique, l'impossibilité de le transformer en droit juridique. C'est impossible de se dire, voilà, tout d'un coup, nous allons vaincre les frontières et on va ouvrir les frontières. Ce n'est pas du tout le cas. Je me situe donc loin, et même très loin, de la revendication politique idéaliste qui viserait les droits et obligations constitutionnelles des citoyens. Ce n'est pas ça du tout le but. Le deuxième constat ou la deuxième remarque, c'est le constat selon lequel les frontières nationales sont perçues comme une nécessité historique. Et ceci, c'est quelque chose que je reconnais. Les frontières protègent l'ensemble des citoyens contre le chaos, que ce chaos soit occasionné par l'immigration illégale, le terrorisme mondial, le trafic de drogue et d'humains,
ou qui soit généralisé par des politiques économiques néolibérales et des pouvoirs corporatifs supranationaux, il y a toujours nécessité de combattre ce chaos en imposant des limites, des lois, des structures de protection. Donc, ça, il faut le reconnaître tout de suite, les frontières défendues par les instances étatiques et protégées par les lois internationales demeurent donc pour l'instant une réalité incontournable, et là n'est pas mon défi. En faisant cette recherche et en développant ce concept-là, ce n'est pas le défi que j'essaie de contourner. Mon défi consiste à lutter de façon systémique contre la tendance déshumanisante de vouloir à tout prix conserver des organes de pouvoir conservateurs en instrumentalisant des frontières nationales. Je donne l'exemple du mur de Donald Trump. Je développe toute une réflexion sur le mur qu'il aimerait un jour construire entre les États-Unis et le Mexique, mais sans vraiment me moquer complètement de cette idée-là. Je ridiculise l'idée, mais je suis consciente qu'il y a des murs qui existent bel et bien dans notre vie actuelle. Il y en a un qui s'étend sur 720 km en Palestine. Et ce mur-là, quand il a été construit, le monde avait regardé ce projet avec un œil incrédule, mais ce projet existe bel et bien. On parle de 720 km de murs qui séparent des villages palestiniens d'autres parties d'Israël. Donc, on a quand même une responsabilité éthique lorsqu'on est confronté à ce genre de situation, et la responsabilité éthique, c'est tout simplement, dans mon cas, ce serait de dénoncer ce genre d'aberration, tout simplement. Dans ma recherche académique, je tente de cerner les caractéristiques de la pensée nomade comme une réalité transnationale, comme une philosophie de vie, et comme une métaphore de l'utopisme postmoderne. Alors, c'est quoi la nomadologie selon Deleuze-Guattari? La pensée nomade est une résistance à la fermeture idéologique et à la violence doctrinaire. Elle oppose à l'intériorité de la pensée rationnelle de l'État l'extériorité de la pensée libre du citoyen nomade. Donc on est d'accord, on n'est pas tous des citoyens nomades, il y en a quelques-uns parmi nous qui peuvent articuler une pensée, et cette pensée-là, si on arrive à l'articuler dans le sens du nomadisme de Deleuze, elle va nous permettre au moins de nous exprimer contre les pouvoirs qui nous oppriment. C'est une petite niche, mais je crois qu'on peut, en réfléchissant à cette niche-là, on peut élargir la pensée nomade dans le sens de la justice. Le citoyen nomade se dresse du même geste, s'il le faut et quand il le faut, contre son propre groupe, c'est-à-dire le groupe des intellectuels publics que Julien Benda dénonce déjà dans La trahison des clercs en 1927. Le danger réel qui le guette serait de perdre sa marge de manœuvre au sein du territoire, et c'est alors qu'il doit se déterritorialiser à la recherche d'un nouveau point de relais. Alors je vous dis par exemple, à partir de ma situation d'intellectuelle égyptienne, d'écrivain qui continue de publier en Égypte, une fois que la révolution égyptienne a été déclenchée, et c'est une révolution à mon avis populaire en 2011, je me sentais sollicitée évidemment en tant qu'égyptienne, etc., pour participer au débat sociétal autour des droits bafoués par les régimes répressifs successifs sur l'Égypte depuis bientôt 60-70 ans. Et une des façons de lutter contre la répression était pour moi de m'exprimer sur la laïcité. C'est un pays qui reste jusqu'aujourd'hui pris entre les étaux d'un côté du militarisme et de l'autre côté de l'islamisme. Et on ne s'en sort pas. C'est un des deux grands groupes qui veulent gérer la situation politique et sociale en Égypte, et on ne s'en sort pas jusqu'aujourd'hui. C'est soit les islamistes qui prennent le dessus, ou les militaristes, ou les militaires, ou même des alliances entre les deux. On a vu très très souvent que ces deux-là travaillent ensemble aussi contre la population. Et moi je voulais faire appel, à travers Internet surtout, faire appel aux citoyens et citoyennes d'Égypte pour réfléchir sur l'article numéro 2 de la Constitution
qui stipule que l'Égypte est un pays musulman et que l'islam, c'est la religion de l'État et que la charia ou la loi islamique, c'est la loi qui définit notre État. Moi, je voulais changer l'article 2 de la Constitution, moi, Naïd El Missani, qui est juste seul face à ce monde complètement fou, hein, et à cette répression-là qui n'a pas de borne. Et à partir de mon ordinateur à Ottawa, hein, j'étais même pas sur place. Mais c'était possible parce que l'Internet nous donne des moyens quand même. Et j'ai lancé une initiative pour la laïcité en Égypte pour changer une pétition, une grande pétition qui a été signée par des centaines et des centaines d'intellectuels égyptiens et qui ont embarqué tout de suite, qui ont adopté cette pétition-là. Et du coup, tous les journaux ont publié la pétition avec les signatures. Et il y a eu un débat à la télévision, dans la radio, partout, en 2011-2012, sur la nécessité de changer l'article numéro 2 de la Constitution. Évidemment, ce changement n'a jamais eu lieu, hein, parce qu'on fait face à un pouvoir qui est vraiment beaucoup plus répressif qu'on le pensait. Et même si les militaires qui arrivent au pouvoir aujourd'hui se présentent comme des laïcs, ils ne le sont absolument pas, puisqu'ils maintiennent quand même cet article dans la Constitution et le défendent corps et âme. Alors, le mouvement nomade est donc un mouvement qui est localisé et territorial. C'est à partir d'un territoire qu'on peut développer notre action nomade. Le nomade, selon Deleuze et Guattari, a un territoire, il suit des trajets coutumiers, il va d'un point à un autre, il n'ignore pas les points d'eau, les points d'habitation, les points d'assemblée, etc. Le point d'eau n'est que pour être quitté, et tout point est un relais et n'existe que comme relais. Un trajet est toujours entre deux points, mais l'entre-deux a pris toute la consistance et jouit d'une autonomie comme d'une direction propre. La vie du nomade est donc, selon Deleuze et Guattari, intermezzo. C'est entre là-bas, ici et là-bas. Et on est entre les deux tout le temps. Et pour être entre les deux, on apprend c'est quoi la laïcité au Canada et on transporte cette connaissance-là vers un pays comme l'Égypte, qui a absolument besoin d'adopter l'esprit de la laïcité au moins, même si dans la Constitution, on est loin de ce changement. Alors, Deleuze et Guattari comparent aussi le nomade et le migrant dans ces termes. Ils disent, alors que le migrant quitte un milieu devenu amorphe ou ingrat, le nomade est celui qui ne part pas, ne veut pas partir, s'accroche à cet espace lisse où la forêt recule, ils ont une écriture extrêmement poétique, où la steppe et le désert croissent et inventent le nomadisme comme réponse à ce défi. Ils ajoutent que le migrant sédentaire a un rapport de reterritorialisation avec la terre, jumelé à des formes d'appropriation et de contrôle, alors que le nomade se définit par le mouvement continu dans un territoire lisse qui ne cherche pas à posséder, puisque la déterritorialisation qui constitue le rapport du nomade à la terre continue d'exister. Alors, pour terminer, parce que j'ai déjà le signe des minutes là, donc il me reste peut-être encore 5 minutes, pourquoi toute cette réflexion sur le nomadisme et sur la possibilité d'action que nous avons en tant qu'intellectuels, artistes littéraires, écrivains, des gens qui peuvent utiliser la parole pour changer le monde en fait, et qui sont non violents viscéralement, moi je le suis. Pourquoi toute cette réflexion? Je crois que ultimement ce que j'aimerais développer c'est une éthique de la condition nomade qui serait une éthique affirmative, une éthique de la joie, une éthique qui développe ce qu'on peut appeler la politique de l'espoir contre la politique de la haine ou la politique de la tristesse. Donc tout ceci, c'est pour illustrer la nécessité pour les êtres humains de former un peuple commun. Et je pense à la justice dans le sens universel du terme, mais aussi dans le sens global du terme. Qu'on ne peut pas être heureux à Trois-Rivières si les gens ne sont pas heureux au Caire. Et qu'on ne peut pas être heureux au Caire si les gens à Trois-Rivières ne le sont pas. Parce qu'on a cette conscience-là, que le monde est beaucoup plus
vaste et dépasse de loin les frontières de notre petit quartier, de notre petite ville, de notre petit pays, et ainsi de suite. Donc c'est cette éthique-là qui me vient d'un grand philosophe musulman, en fait, Farabi, qui, au IXe siècle déjà, avait expliqué Platon et Aristote à travers ses écrits, et qui avait transmis la philosophie gréco-romaine à travers ses écrits, et qui parlait du bonheur comme étant le bonheur de l'autre lointain, qui n'est pas l'autre le plus proche, le bonheur de ma petite famille, mais c'est vraiment le bonheur de l'humanité, qui est très important pour que moi je me sente heureuse aujourd'hui. Ça rejoint aussi ce que Deleuze définit comme étant la gauche. C'est quoi la gauche pour lui? La gauche pour lui, c'est vraiment l'horizon. Hein. C'est la personne qui ne fait pas nécessairement partie d'un parti politique, mais qui croit que son bonheur dépend du bonheur de l'horizon, pas du bonheur de son prochain seulement. Alors tout ceci, c'est pour donc développer cette éthique. Ce sont des intérêts malheureusement nationaux et corporatifs qui dictent les valeurs et les modes de vie du vivre ensemble aujourd'hui dans notre monde globalisé, à tel point que le principe même de justice se trouve souvent bafoué par l'état juridique de droit. Alors c'est à travers ce mouvement, cette réflexion, qu'on peut résister à la crise éthique aujourd'hui, tout en rappelant qu'une éthique de la condition nomade ne cherche pas à colmater la brèche entre les nations de la Terre en créant des institutions mondialistes ou altermondialistes radicalement concernées par les droits égaux, etc. Je ne suis pas du tout sur cette échelle de la réflexion. Ce n'est pas l'horizon d'attente du nomadisme intellectuel, mais l'éthique nomade réfléchit sur les transformations marquantes de nos modes de vie et de notre bien-être social à l'échelle humaine, globale, selon des principes fondateurs que je résume très rapidement par le mouvement, le désir de justice, le dépassement de concepts ambigus qui ignorent les pouvoirs hégémoniques du mondialisme et la reconnaissance de la différence subjective. Je passe très vite sur les quelques images que je vais vous montrer ici. C'est vraiment dans des manifestations en Égypte où le mot que vous voyez ici, c'est laïcité. Donc je sortais des fois dans des manifestations quand je rentrais en Égypte pour dire on appelle à la laïcité. Et l'appel à la laïcité avait quand même eu un succès énorme auprès des partis politiques, etc. Donc ce sont quelques images que vous voyez là. Et même à Ottawa, lorsqu'il y avait de petites manifestations en face de l'ambassade égyptienne à Ottawa, j'étais présente pour dire on appelle à la laïcité, etc. Et on a même discuté de ces thématiques-là ailleurs, puisqu'on est parti comme chercheur une fois à Madrid et une autre fois à Toronto pour parler des mêmes thématiques, de la même thématique. Vous voyez ici qu'on parle de multilinguisme, de multiculturalisme au Canada dans le même esprit. Et je m'inspire des fois de Edward Said, qui est un grand philosophe, penseur palestinien-américain qui parle du concept de mondéité, pardon, worthiness, pour terminer avec des propositions où je n'ai pas beaucoup de temps à vous présenter, mais pour conclure, j'aimerais revenir à Deleuze. J'ai l'impression d'avoir présenté un plaidoyer ce soir là, pour la citoyenneté nomade, mais pour l'ouverture vers l'autre aussi, dans un but éthique et affirmatif. Je conclurai donc ce plaidoyer en vue d'une éthique nomade par une citation de Deleuze qui inspire à la fois mon écriture romanesque, ma recherche académique et mon action politique. Alors Deleuze dit « Il appartient à la fonction fabulatrice d'inventer un peuple ». Et c'est un peu un de mes projets romanesques aussi, c'est d'inventer des personnages qui peuvent porter cette pensée-là à travers des romans. On n'écrit pas avec ses souvenirs, à moins d'en faire l'origine, ou la décimation collective d'un peuple à venir, encore enfoui sous ses trahisons et ses reniements. Précisément, ce n'est pas un peuple appelé à dominer le monde, donc ce peuple nomade n'est pas le peuple qui cherche le pouvoir nécessairement,
Et c'est tout à fait le contraire, même en adoptant cette machine de guerre-là. La guerre, c'est pour instaurer la justice sur terre plutôt que d'accéder à un pouvoir quelconque. Donc précisément, ce n'est pas un peuple appelé à dominer le monde, c'est un peuple mineur, éternellement mineur, pris dans un devenir révolutionnaire. Et évidemment, Deleuze et Guattari développent énormément dans leur philosophie l'idée de devenir, pour opposer devenir à être, pour opposer mouvement à sédentarité, nomadisme à sédentarité. Ce peuple vit parmi nous, évidemment, parce que je fais partie de ce peuple. Et il vit parmi nous, que ce soit en Égypte ou au Canada, partout où sévissent des injustices sociales, partout où nous réfléchissons sur nos responsabilités de citoyens. Je disais à Clément juste avant de commencer la conférence que je reviens à l'idée sartrienne de la responsabilité, de l'engagement, etc. Et je crois qu'il y a encore matière à redécouvrir Sartre, l'idée de la responsabilité vis-à-vis de l'autre, mais cet autre-là peut être mon concitoyen, mais ça peut être l'humanité. Partout où l'on espère encore transformer sa société ou son monde, c'est à nous de reconnaître l'action de ce peuple mineur et de célébrer son optimisme, sa détermination et sa soif de justice planétaire. Merci. Je vous remercie beaucoup pour l'exposé. C'était quand même pas mal clair, puis très intéressant aussi. C'est pour le côté éthique qui m'intéresse beaucoup parce que les conséquences, on pourrait dire, s'en vont vers l'éthique, en tout cas, exigent quasiment cette orientation-là. Je voudrais faire un lien avec la possibilité que ça devienne en fait une éthique humaniste. Il faudrait définir le terme comme il faut, mais dans le sens qu'on est déjà, ne veut pas, sur la planète, on est déjà avec d'autres. Okay? Il y a d'autres que nous-mêmes, on n'est pas tout seul. Autrement dit, c'est comme si tout de suite on éliminait le côté seulement égoïste pour une éthique. Puis peut-être aussi éliminer le côté seulement une éthique du bonheur, possiblement, peut-être pas nécessairement. Moi, je ne pense pas que ce soit nécessairement, en tout cas. Et éloigner aussi l'idée qu'on est seulement des consommateurs, fait pour enrichir, puis bon, ça pointe pareil, ça, on le sait. Mais autrement dit, une éthique humaniste qui, parce que l'autre est là, donc, dans l'orientation sartrienne, et on est avec l'autre, donc s'arranger pour vivre ensemble. Et cette orientation-là pourrait être humaniste, toujours inquiète, ça c'est l'humaniste un peu à la Sartre aussi, et toujours préoccupé par l'autre, donc mettre un peu de côté son bonheur individuel, sa poursuite de bonheur personnel avec ses proches. Déjà ses proches, c'est quand même, mais si on laisse ses enfants, sa famille, puis après ça, les cousins, on peut étendre la ville, puis bon, en gros. Mais si on n'étend pas trop, on garde le côté encore possiblement de bonheur, mais si on s'occupe de toute la planète, théoriquement, il y a le côté inquiétude qui surgit, dans le sens de non-satisfaction, autrement dit, pas seulement préoccupé de ton bonheur individuel, là, puis le plaisir qui va avec. Donc toute la vie serait inquiète, autrement dit. Donc c'est ce côté-là. Autrement dit, ça va avec l'idée qu'on aurait toujours à se dépasser, puis à continuer à vouloir être plus large que soi. Donc, contraire au sédentarisme, il faudrait être nomade, justement. Ça irait avec une philosophie nomade. Donc, une philosophie ou une éthique nomade serait toujours un humanisme inquiet. Moi, je ne dirais pas inquiet, je dirais sceptique, mais sans l'inquiétude. Hein? Donc, avoir un peu de doute vis-à-vis de... C'est un peu ça, la position deleuzienne, ce serait un peu dans l'optique du scepticisme plutôt que dans l'optique de l'affirmation rigide de la pensée. Donc l'idée deleuzienne, ce serait une fois qu'on arrive à trouver un territoire et à s'ancrer sur un territoire,
c'est le moment de le quitter. C'est le moment de réfléchir en tant que nomade à se déterritorialiser. Il utilise, lui et Félix Guattari et Gilles Deleuze utilisent ce concept pour dire que l'horizon, ce n'est pas vraiment de se sédentariser au niveau de la pensée, mais c'est de maintenir cette dialectique-là et de vouloir dépasser. Mais dans le mouvement, il y a tout le temps un territoire à partir duquel on va commencer le mouvement. Donc il y a toujours une base à partir de laquelle on va bouger. Et ma base, ce serait peut-être le fait que je sois égyptienne-canadienne, le fait que je sois trilingue. Ça peut être une base à partir de laquelle on bouge. Mais bouger en vue de se territorialiser, encore une fois, donc retrouver un autre territoire d'action ou de pensée. Et une fois territorialisé ou reterritorialisé, il faut trouver un point de départ pour relancer la quête, pour relancer le... Alors c'est dans ce mouvement-là continu, qui n'est pas un mouvement d'inquiétude, c'est un mouvement moi je dirais de scepticisme fondamental, qui est bénéfique pour la pensée. Parce que dès que la pensée est confiante dans un territoire et qu'il n'y a plus de doute, cette pensée-là est vouée à la mort, est vouée à la disparition, etc. Je suis en train de lire, pour ramener un peu la discussion à l'échelle de la littérature qui m'intéresse aussi, je viens de finir un roman du poète, du romancier québécois Yvon Rivard, Le Dernier Chalet. Extraordinaire comme roman, c'est un roman où il y a plus de méditation que de récit, il n'y a pas beaucoup d'action. C'est un monsieur, c'est Alexandre, donc c'est son personnage d'écrivain qu'il suit là d'un roman à l'autre depuis Les Silences du Corbeau jusqu'au Dernier Chalet. Et il discute de cette idée de nomadisme et de sédentarité en disant « je suis un nomade, je ne peux pas me sédentariser, mais c'est à partir de son petit chalet ». Et il réfléchit, donc la réflexion traverse toutes les frontières, à partir d'un doute viscéral, sans être inquiet dans le sens de la tristesse ou de la détresse, tout en étant confiant et heureux d'être dans le doute et d'être dans le mouvement et dans le nomadisme. Et à partir d'un territoire, donc c'est un peu ce dilemme-là, je crois, qui est intéressant chez Deleuze et qu'on peut retrouver chez Yvon Rivard, que je rencontre à Métropolis Bleu. Je suis ravie, super excitée là, parce que je vais rencontrer cet auteur enfin et parler avec lui de vive voix et le présenter au public. Je vais lui poser une question sur ce nomadisme-là. Qu'est-ce qu'il entend par ce nomadisme? Et c'est quelqu'un c'est-à-dire qui a voyagé beaucoup, il a été en Inde, il a été un peu comme moi aussi à Paris, et ses romans se passent aussi entre plusieurs frontières. Mais en même temps, Le Dernier Chalet se passe dans ce Dernier Chalet avec un dialogue extraordinaire avec Gabriel Roy à travers l'écriture. Il se rappelle de Champlain, il se rappelle de ses amours, il se rappelle... Donc il bouge. Et c'est ce mouvement-là que je trouve bénéfique, dans un dépassement continu. Je crois que c'est un peu ça l'éthique nomade finalement, qu'on est toujours dans un mouvement, qu'on n'est pas... Deleuze et Guattari évidemment avaient aussi une critique du nationalisme, etc., qui s'est développée à travers cette nomadologie. Ils prenaient la métaphore du nomade pour dire qu'il faut penser en dehors de la nation. Ça aussi c'est leur programme politique assez intéressant à voir, et qui m'intéresse aussi en tant que nomade de la pensée. En sachant que mes champs d'action sont limités. Je ne peux pas, par exemple, prétendre que je vais demain matin partir au Tibet, on parlait du Tibet, pour lutter pour le droit des Tibétains. Je ne peux pas le prétendre. Mais je sais que mes champs d'action se limitent à Canada, peut-être, Égypte, monde arabe, peut-être, Moyen-Orient. Donc on est conscient de ça. Mais ça ne veut pas dire que dans la pensée, je soutiens la lutte de tous les peuples. Et je ne serai pas heureuse tant qu'il y a des morts ici et là, tant qu'il y a des guerres et des hostilités partout sur cette planète, sur cette terre. Et donc,
je me dresse, disons, pour le principe, pour un certain nombre de principes. Mais tous ces principes-là, les principes de justice planétaire par exemple, ou de justice globale, viennent de la pensée nomade à mon avis. Et c'est un peu ça ce que j'essaie de développer. L'éthique dans le sens très très large du terme, sans implication, sans activisme nécessairement ponctuel. Même si je lutte pour la laïcité en Égypte, c'est ponctuel, mais je lutterai pour la laïcité, point final, de toute manière, partout dans le monde. Là où il faudra lutter pour la laïcité, je serai parmi ces gens qui défendraient le principe, peu importe le territoire sur lequel ça se déploie. C'est pour ça que je le qualifiais d'humaniste. Oui, absolument. Absolument. Deleuze et Guattari n'aimeront pas l'adjectif humaniste, mais moi je l'utilise encore, parce que eux, ils sont plutôt dans la dimension postmoderne, un post-humaniste. Et l'humanisme pour eux est suspect. Mais moi, étant donné que je suis d'origine arabe et que je cite quand même Edward Said, qui est un grand penseur palestinien américain, etc., lui c'est un grand humaniste et il essaie de réconcilier un petit peu, il est deleuzien aussi, dans un sens. Il essaie de réconcilier Foucault, Deleuze dans sa pensée et lui, il parle beaucoup de cette responsabilité de l'intellectuel. Le rôle de l'intellectuel, c'est de dire non au pouvoir, quels que soient ses pouvoirs. Politique, religieux, économique, il faut se dresser contre ceux qui détiennent le pouvoir et qui oppriment les autres. Ça peut être ici comme ça peut être au Tibet. On aura le même principe. Vous êtes une femme qui a beaucoup d'expérience derrière elle. Vous avez traversé, vous avez été jetée dans des pays, dans des mondes, vous avez été continuellement poussée à vous déplacer. Alors, si on veut sortir un petit peu de la dimension un peu théorique, un peu abstraite, un peu généraliste de ce que vous nous racontez depuis tantôt, je vous demanderais comment peut-on parler de l'Égypte et de ce qui se passe en Égypte quand on est en dehors? Comment peut-on avoir la conscience et être pertinente quand ça fait 10 ans, je ne sais pas, 15 ans, qu'on est un petit peu à l'extérieur? Alors je vous dirais, quel regard, quand vous êtes maintenant ici, quel regard portez-vous concrètement sur ce qui se passe en Égypte? Et inversement, puisque vous avez cette histoire-là, cette mémoire-là que vous venez d'ailleurs, quel est le regard que vous portez sur la pensée, sur le fait de penser, sur le fait de vivre ici au Canada? C'est ce va-et-vient entre les deux pays qui est source un petit peu de souffrance quand même, parce qu'on n'est pas complètement en dehors de la souffrance. Quand on sort et quand on revient, quand on est entre plusieurs langues, plusieurs territoires et plusieurs pays, il y a une petite souffrance qui vient avec tout ça. On n'est jamais à 100% heureux là où on est. On est tout le temps en train de rêver de l'ailleurs, de l'autre place. Mais alors, je suis arrivée au Canada, j'avais 30 et quelques. J'ai 53 ans maintenant. Je suis arrivée il y a 20 ans, j'avais 33 ans. J'avais passé 33 ans de ma vie en Égypte, tout en voyageant ailleurs, en Europe et ainsi de suite. Donc l'Égypte, ça fait partie de qui je suis, évidemment. Et je ne peux pas me détacher complètement de ce pays, c'est mon pays. Mais à partir du Canada, j'ai compris mieux l'Égypte. Je vous dirais que je viens d'une famille musulmane, comme je viens de le mentionner, là, élevée dans une école catholique. Et je vous dirais que la première fois que j'ai lu le Coran de ma vie, c'était à Paris. Je n'étais même pas. Donc quand on est ailleurs, on a un regard extraordinaire sur l'ici, et vice-versa. Et je crois que c'est un peu ça qui nous aide à mieux comprendre. Donc, quand je rentre en Égypte, j'ai un regard différent sur le Canada. J'apprends à aimer le Canada à partir de l'Égypte. Et je dis tout le temps à ma mère, quand elle me dit c'est bientôt la date de mon départ, là tu vas rentrer maintenant. Je dis oui, le Canada c'est mon pays. J'ai hâte de rentrer au Canada. Ça fait 6 semaines, ça fait 3 semaines, ça fait 4 semaines que je suis au Caire. Je veux rentrer maintenant chez moi. Et chez moi, c'est la petite maison à Ottawa.
Et donc il y a dans ce dilemme-là le va-et-vient entre les deux, au moins ces deux pays, parce qu'entre les deux, il y a tous les autres voyages aussi, hein. En Europe surtout, dans plusieurs pays d'Europe où je m'installe des fois, quand j'ai une résidence d'écriture par exemple, je passe 3 mois ou 4 mois ici ou là, et c'est tout le temps dans le déplacement qu'on arrive à apprécier ce qu'on a déjà. J'ai une maison au Caire, j'ai une maison à Ottawa, et entre les deux maisons, je fais ma vie tant bien que mal, et j'écris à partir de ce déplacement-là sur l'autre place, l'ailleurs. Et c'est ça qui me fait peut-être rêver, et c'est peut-être ça aussi qui m'aide à mieux voir les problèmes de chaque pays, quelque part, de chaque territoire, dans ce cas-là. Qu'est-ce qu'offre le Canada que n'offre pas, par exemple, l'Égypte? Oh là là, tout. Moi, j'ai ici, tout. L'Égypte, c'est vraiment, écoutez, toute mon enfance, j'étais en Égypte. Alors, on est nostalgique de cette période de l'enfance, évidemment. On est tous pareils, à travers le monde. On aimerait revenir là où on était quand on était enfant, et on idéalise le lieu de notre enfance, etc. Et je ne suis pas une exception. Mais je suis aussi lucide des limites, par exemple, au niveau intellectuel, au niveau de l'écriture, au niveau de l'apprentissage de la vie, au niveau des lois, au niveau de la sécurité, à plusieurs échelles. L'Égypte est très, très, très en arrière par rapport à plusieurs nations dans le monde entier aujourd'hui. Et c'est malheureux. Ça me fend le cœur de dire ça, mais c'est la réalité. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas, j'apprécie tout ce que le Canada offre, mais c'est parce que l'Égypte est mon pays, j'aimerais quand même transporter quelque chose du Canada vers ce pays. Je ne veux pas la laïcité que j'ai appris, par exemple, j'ai appris à réfléchir sur la laïcité à partir de mes voyages entre la France et ici, et le Canada, entre la France, Montréal et Ottawa. On va dire Paris, Montréal, Ottawa, c'est dans ce triangle. Et dans ce triangle, j'ai appris des choses qui me font penser que c'est dommage que l'Égypte ne puisse pas le comprendre, que la résolution d'un certain nombre de problèmes que ce pays est en train de vivre aujourd'hui aurait comme réponse le mot laïcité. Le mot, le concept, et puis toutes les lois, tout ce qui vient avec. Un autre exemple que je donne la plupart du temps quand j'enseigne un cours sur l'histoire de la culture arabe, par exemple, à l'Université d'Ottawa, on parle des fois de la guerre civile au Liban, ou la guerre civile en Algérie. Et mes étudiants, des fois, se posent des questions, pourquoi, comment ça a été déclenché, qu'est-ce qui se passe, etc. Alors, dans la littérature sur ces guerres civiles-là, on dit très très souvent que c'est parce que le pays, ce qui se passe en Syrie en ce moment, c'est un autre exemple, c'est parce que le pays compte plusieurs sectes, plusieurs religions, plusieurs ethnicités, et ainsi de suite. Et on limite la pensée à cette cause-là. Ces pays-là ont vécu la guerre civile à cause de ça. Mais qu'en est-il du Canada? Je suis désolée, là, au Canada, on a 3 fois plus de sectes, 3 fois plus d'ethnicité, 3 fois plus de religions, 10 fois plus de religions. Mon fils, quand il est arrivé à l'école primaire ici, il y a 20 ans, dans son école, il y avait 36, dans sa classe, il y avait 36 religions. Mais on n'a pas, au Canada, on a appris, à travers notre jeune âge en tant que nation, on a appris à respecter l'autre. Et il y a des lois qui protègent, et il y a toute une constitution qui nous aide à vivre ensemble, et ainsi de suite. Alors qu'en Égypte, on a juste 2 groupes, musulmans et chrétiens, et à tous les 2 mois, il y a une église qui brûle en Égypte. Qu'est-ce que c'est que ça? La majorité musulmane est silencieuse face à toutes les atrocités qui sont perpétrées contre les chrétiens d'Égypte, y compris l'État qui ne protège pas. Alors, évidemment, quand je vois qu'on a cette situation de multiculturalisme, multilinguisme, multi-ethnicité, etc. au Canada, et qu'on n'a pas été en guerre civile, là, alors que dans ces pays-là, il y a des guerres civiles qui sévissent,
Donc la réponse n'est pas à la diversité. C'est pas parce qu'on est divers qu'on est en guerre. La réponse, c'est que au-delà de notre diversité, on n'arrive pas à comprendre que la diversité, c'est une richesse et qu'elle doit être protégée par des lois au lieu d'être source d'hostilité et source de violence. Alors dans la littérature, j'utilise tout le temps cette phrase-là. Les Libanais, à un moment donné de leur histoire, au 19e siècle, il y a eu une guerre civile, au 20e siècle, une autre guerre civile. Ils ont pensé que leur problème, pour répondre à leurs problèmes, la seule réponse c'était la violence et la guerre. Alors que dans d'autres pays du monde, la réponse à nos problèmes, et on a des problèmes au niveau de discrimination, du racisme, etc., la réponse ce n'était pas la guerre, ce n'est pas la guerre. La réponse c'est la loi, c'est la société qui ouvre le débat. On a des formes de discrimination et de racisme. Ouvrons le débat. Et le débat sociétal est important pour qu'on puisse régler un certain nombre de problèmes entre nous en tant que société. Alors qu'ailleurs dans le monde, non, c'est tout le temps le feu qui est mis de l'huile sur le feu tout le temps. Et on dit c'est parce qu'il y a une telle diversité ethnique et religieuse. D'accord? En Syrie, il y a cette diversité. Mais au Canada aussi. Pourquoi la Syrie est en guerre, le Canada n'est pas en guerre? Quand je pose ce genre de questions à mes étudiants, on ouvre des débats très très intéressants sur la responsabilité d'en parler au moins. Hein, parce que moi, je ne peux pas tenir une arme et aller faire la guerre avec les Syriens ou avec je ne sais plus qui. Je suis incapable. Mais je suis capable de parler. C'est mon rôle d'intellectuel nomade, de parler, de dire et de dénoncer. Moi, je vais revenir sur le sujet de citoyen nomade, vous venez de dire intellectuel nomade. Je pense que ce serait plus approprié, ce terme-là. Parce que si on parle de citoyen nomade, un citoyen du point de vue physique, c'est contradictoire. Citoyenneté et nomade. Je crois que vous utilisez ces termes-là pour transposer symboliquement sur le plan intellectuel. Absolument. Pour faire un citoyen universel. Et pour en arriver à être un citoyen universel, il faut partager des valeurs universelles. Ce que vous venez de dire par rapport au dialogue et au partage, je pense que ça résume bien la solution au problème. C'était le commentaire que je voulais faire. Oui, je suis d'accord avec vous. Il y a un paradoxe ici, une contradiction. Mais j'essaie, en utilisant le mot citoyen, j'essaie de rappeler tout le temps que ce n'est pas de l'idéalisme. C'est un idéal qui doit être relié à nos droits et devoirs en tant que citoyens. En tant que citoyens, nous avons des devoirs et des responsabilités envers le monde, envers la planète, pas seulement envers notre propre nation. Alors j'essaie d'utiliser ce terme pour réveiller un petit peu, pour ramener au débat l'idée des droits et devoirs des citoyens. Pas seulement des intellectuels. Je suis consciente que ceux qui seront vraiment des nomades, c'est vraiment un petit groupe de gens. Mais vous avez raison que la contradiction, il faut la résoudre quelque part. Je vais revenir un peu sur les échanges. Roger Toupin, il a insisté sur la notion de bonheur en disant que c'était peut-être pas nécessaire. En fait, la présentation de Deleuze, c'est la joie. Il insiste sur la joie et non pas sur le bonheur. Oui. Ensuite, là j'ai échappé mon autre point. Mais c'est pas grave. Moi, je voudrais souligner le caractère particulier de l'intellectuel québécois au Canadien français. Et je prendrai comme un exemple connu le frère Marie-Victorin. Formation en France, en partie, très ouvert aux idées nord-américaines, anglo-américaines, très ouvert sur le monde latino. Il a écrit une flore cubaine qui fait encore autorité. Et lui, comme l'intellectuel québécois moyen, tire sa formation de la culture française et de la culture nord-américaine. Peu importe l'intellectuel qu'on regarde dans l'histoire des intellectuels,
Nous, on apprend la littérature française et un peu la littérature québécoise. Alors, on est déjà à l'origine un peu dans cet entre-deux Oui. que vous soulignez. Et beaucoup de ces intellectuels québécois ont développé une sorte de nationalisme, mais pas le nationalisme français, pétainiste, dominateur, impérialiste, raciste, mais un nationalisme un peu comme l'ancienne Pologne, et peut-être pour les Basques aussi, et peut-être pour les Catalans, une idée de libération nationale, ce qui n'est pas du tout le nationalisme français. Même si on a un fond nomade comme intellectuel, il y a la présence d'une promotion de la nation de la langue française, autrefois, et aussi de la religion catholique, mais disons maintenant c'est plutôt de la culture française, canadienne, québécoise, en Amérique. Est-ce que je dois dire, qu'est-ce que vous pensez du statut particulier d'un intellectuel francophone québécois? J'ai vécu donc à Montréal pendant 10 ans et ensuite à Ottawa pendant les autres 10 ans de mon histoire de l'immigration. Et j'ai pu constater que dès qu'il y a... Donc, on a deux niveaux. On a un niveau complètement abstrait, lorsqu'on est critique du nationalisme en général. Qu'est-ce qu'on critique en fait dans la pensée nationaliste? On critique l'exclusion de l'autre, par exemple, ou la dimension assimilationniste, donc qui nie les différences culturelles, etc., les diversités culturelles. Toute l'Europe est en train de revenir, et les penseurs européens même, qu'ils ont réussi quand même à créer l'Union européenne en dépassant un petit peu les limites des nations pour créer quelque chose qui serait plus de l'ordre du rassemblement, etc. Donc le nationalisme en tant que concept là, est toujours en train de se faire et de se refaire, etc. Mais de là, donc au niveau de l'abstraction, je suis d'accord avec ceux et celles qui veulent réfléchir et critiquer et prendre leur distance par rapport au concept relié au nationalisme. Deleuze ne fait pas exception. Deleuze est en train de nous dire, essayons d'extraire la pensée à l'hégémonie des vues nationalistes, au niveau abstrait de la pensée. Mais au niveau des luttes des peuples, ça c'est une toute autre histoire. Hein? Moi, je serais en faveur j'appuierais les luttes des peuples qui veulent se créer leur propre nation, absolument, parce que c'est une demande populaire. C'est pas juste moi ou deux autres, ou une niche d'intellectuels qui n'est pas tout à fait d'accord au niveau de l'abstraction avec les idéologies nationalistes, etc. Mais si c'est une lutte réelle, comme la lutte qu'on voit ici au Québec, pour une affirmation d'une culture nationale, d'une spécificité culturelle au sein de l'Amérique du Nord, etc., j'irai appuyer ce genre de lutte-là. D'accord? J'appuierai la lutte jusqu'au moment, et je dirais que le Québec et la Palestine, dans les années 60-70, avaient plein de choses en commun. Donc j'appuie aussi la lutte du peuple palestinien pour s'affirmer en tant que nation. C'est un pays qui est sans État. On n'a pas un passeport palestinien, comme on n'a pas un passeport québécois, n'est-ce pas? Donc j'appuierai ces luttes-là populaires pour réaliser un rêve qui serait de l'ordre de la création d'une entité nationale, etc. Mais une fois que la nation palestinienne créée, que la nation québécoise créée en tant qu'État-nation, je serai la première à la critiquer. La première à la critiquer. Je critique l'Égypte en tant qu'État-nation, je critique la France en tant qu'État-nation, je critique le Canada en tant qu'État-nation, je critiquerai
n'importe quel État-nation dans une position de pouvoir qui opprime et qui exclut l'autre, si c'est le cas. Hein, si c'est le cas. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est que toujours, si vous me posez la question sur ma position personnelle serait toujours avec les luttes des peuples, quel que soit le peuple et quelle que soit la lutte que ce peuple-là est en train de vivre pour réaliser un rêve national, un rêve de libération, un rêve d'affirmation culturelle, quel que soit ce rêve, que ce soit le rêve du peuple ou de la nation québécoise ou de la nation palestinienne dans ce cas-là. Et une fois que la nation palestinienne est créée en tant qu'État-nation, je serai aussi la première à critiquer les limites de cet État-nation, comme je le ferai pour l'Égypte, comme je le fais maintenant pour le Canada. Je suis critique du multiculturalisme, par exemple. Hein? Je suis canadienne et forcément, en tant que canadienne, j'ai un mot à dire sur comment la diversité culturelle est gérée au Canada. S'il y a des discriminations, il faut lutter contre les discriminations. Ce n'est pas parce que je suis canadienne que j'accepterai les injustices. Et donc, vous comprenez un peu la différence fondamentale et politique, à mon avis, vis-à-vis de cette entité-là qui s'est avérée à travers 2 siècles maintenant, l'entité qu'on appelle État-nation. C'est cette entité-là qui me dérange et qui a des limites. Et en tant qu'intellectuel nomade, il faut se dresser contre l'injustice, quelle qu'elle soit. Mais moi, j'ai une réflexion, et vous me direz ce que vous en pensez. On est en 2018, je trouve que la condition de la femme a quand même amélioré, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Ça m'interpelle énormément parce que je trouve que beaucoup de filles qui viennent au monde sont défavorisées par rapport aux hommes. Moi, je me considère comme féministe, mais pas extrémiste. L'idée que j'ai, c'est d'instruire les hommes par rapport, au lieu de me battre contre eux, c'est de les mettre comme alliés. Parce que souvent, dans les autres pays, c'est des pays qui sont patriarcales. Nous, on se fait critiquer beaucoup, les femmes québécoises, qu'on est matriarcales. Moi, je ne vois pas ça comme ça. Je vois qu'on est des couples, la plupart du temps, je dirais en général, moitié-moitié. Les hommes ont compris comment nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères ont trimé dur et qu'il y avait beaucoup de responsabilités par rapport aux hommes. Puis souvent, ils ont bâti le pays à bout de bras, par force des choses, parce que moi, quand je pense à ma grand-mère qui levait une poche de patate de 50 livres en Gaspésie, qui faisait le train, etc., pendant que l'homme bûchait dans le bois, ben, elle avait la double tâche, puis ça fonctionne aussi, je pense, dans les autres pays comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'intéresse beaucoup quand vous dites patriarcat et matriarcat, parce que oui, on le constate au Québec surtout, que les femmes ont acquis quand même beaucoup leur libération est vraiment un exemple à donner à d'autres pays où on est en train encore de lutter pour des libertés fondamentales d'expression ou de croyance ou de travail ou d'éducation, etc. Comme c'est le cas en Égypte, par exemple. On lutte encore pour que les femmes puissent accéder à un certain nombre de droits qui sont des droits égaux et qui ne sont pas reconnus. Donc ça fait la différence entre le système patriarcal qui sévit en Égypte, par exemple, ou dans les pays arabes en général, comparé à un système où les femmes ont réalisé quand même des acquis extraordinaires, et le Québec est un exemple. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait quand on pense à la critique du pouvoir tel que moi j'aimerais l'articuler? Si le patriarcat ou le matriarcat représente
des pouvoirs oppresseurs, je suis contre. C'est pas parce que c'est une femme qu'elle a le droit de m'opprimer. Hein? C'est pas parce que je suis féministe que j'accepte l'oppression faite par des femmes contre des femmes. Et ça, on le voit partout dans le monde. Hein? Je peux avoir une patronne femme, mais c'est pas parce qu'elle est femme qu'elle va arrêter de discriminer contre moi et que je peux l'accepter parce que ça vient d'une femme. Et les femmes sont aussi cruelles que les hommes et aussi oppresseurs que les hommes. Donc il y a des positions, à mon avis, il y a des positions qui doivent être tout le temps critiquées. C'est la position de pouvoir et de domination qui doit être critiquée. Que ce soit un homme ou une femme qui adopte cette position-là, moi je critiquerai. Donc mon féminisme a des limites dans ce sens. Je ne suis pas tout le temps pour toutes les femmes. Non, je suis pour les femmes du moment où elles acceptent finalement qu'on partage les mêmes droits, hein, et qu'on ne soit pas dans des situations de domination. Je ne vais pas l'accepter si la domination vient d'une femme. Et on le voit un peu partout dans le monde maintenant où des femmes, je suis très ravie de voir qu'il y a des femmes qui occupent des postes de Premier ministre ou de juge et ainsi de suite. Mais je ne serai pas inconditionnellement heureuse de voir que ces femmes sont dans ces postes du moment où elles se comportent aussi comme des hommes. Si ma mémoire est bonne, il y a eu 3 reines d'Égypte Oui, Nefertiti, Cléopâtre et Hatshepsut. Les 3 étaient des reines rois. On s'en sort pas. Je suis heureuse que ce soit des reines, mais en même temps, je suis consciente qu'elles sont aussi problématiques qu'un roi. Est-ce que vous pensez qu'ils sont, une fois que la femme est au pouvoir, qu'elle est prise dans des cadres qu'elle ne peut pas nécessairement franchir puis dépasser là, oui. À ce moment-là? Oui. C'est le rôle de pouvoir qui m'agace la plupart du temps. C'est le rôle. Et le rôle peut être, ou la position de pouvoir, peut être occupée par un homme ou par une femme. Moi, ce qui me dérange dans cette position, c'est le fait que ce pouvoir-là n'est pas critiqué, personne ne fait face à ce pouvoir. Et il faut continuer à faire face au pouvoir qui veut nous opprimer, que ce soit le pouvoir féminin ou le pouvoir masculin. Ça me rassure parce que j'ai la même idée. D'après votre opinion, tout pouvoir ou tout système gouvernemental serait oppresseur. Est-ce que vous croyez ça? Oui. C'est-à-dire qu'oppresseur avec des limites et avec des degrés, sinon on serait complètement malheureux au Canada. Au Canada, il y a un pouvoir étatique qui est là, les institutions sont assez fortes, les ministères, les municipalités, tous ces pouvoirs-là nous aident à s'épanouir en tant que citoyens, etc. Donc je suis d'accord que ces pouvoirs, on aura besoin tout le temps d'avoir ces pouvoirs-là, hein, et qui gèrent notre vie. Mais ma position en tant qu'intellectuelle et universitaire, c'est de ne pas appuyer ce pouvoir inconditionnellement. C'est appuyer ce pouvoir quand ce pouvoir-là respecte les droits mes droits en tant que citoyen, mes droits de liberté d'expression, par exemple. Si jamais j'arrive à l'université un jour au Canada et qu'on me dise « vous pouvez parler de ceci, mais vous ne pouvez pas parler de cela », ça c'est un pouvoir qui peut être soutenu par des lois, par des règlements internes à l'institution, je me dresserai contre ce pouvoir direct, sans réfléchir. Alors tout pouvoir, pour que ce pouvoir-là reste au service des citoyens, il faut qu'il y ait des voix qui le critiquent. Et moi, je ferai partie de ce groupe-là, plutôt que du groupe qui va applaudir au pouvoir en disant « Ah, très bien, on a réussi à faire ceci et cela ». Donc je ne suis pas institutionnaliste dans ce sens. Je reconnais l'importance des institutions et des pouvoirs et des partis politiques, etc. Mais mon rôle à moi, en tant qu'intellectuel nomade, si on veut, c'est d'arrêter tout le temps
la montée de ce pouvoir-là vers l'oppression. De rappeler à ce pouvoir-là qu'il n'a pas le pouvoir absolu sur moi. juste ça. Hein, et tout le temps rester à l'affût de ce genre de menaces. Parce que tout pouvoir menace. Dès qu'on a un pouvoir, même nous en tant qu'êtres humains entre nous, hein, le papa qui a un pouvoir sur son fils, la maman qui a un pouvoir sur sa fille, et on utilise ces petits pouvoirs-là pour opprimer, de petites oppressions comme ça. Mais il faut rappeler tout le temps qu'il faut se dresser contre ce genre de petits pouvoirs. Jean-Michel Ménard, ça ramène un peu l'équilibre, parce que j'allais revenir justement sur ce que vous avez dit tout à l'heure, que le rôle de l'intellectuel nomade encore plus, c'est de se tenir contre une forme de pouvoir. À ce moment-là, j'ai pu voir que les lois, c'est quand même l'expression du pouvoir, et la plupart, beaucoup d'intellectuels ont soutenu les mouvements de libération et tout le reste. Mais lorsqu'on m'a dit que par la suite, les lois qui vont être promulguées, il n'y aura pas un appui inconditionnel, alors là, ça continue. Ça met l'équilibre que justement je cherchais effectivement. Donc il y a un cadre de référence, les lois doivent être juste une certaine justice sociale, une certaine justice de cours, même si c'est constitutionnel, on sait les lois humaines qui ont été passées aux États-Unis, en Afrique du Sud, des lois d'apartheid et tout le reste, et les gens disaient ici la loi et au nom de cette loi-là. Donc là, c'est bien sûr des extrêmes, mais n'empêche que même lorsqu'il s'agit de système démocratique, on garde la portée des lois par rapport à la protection des minorités, c'est quand même ce qui est important. Oui. Les lois sont inventées par des hommes. Alors, si on n'a pas la liberté de discuter de ces lois et de les remettre en question dépendamment, je comprends que ce soit aussi en rapport avec le temps et le lieu, l'espace et le temps dans lequel nous vivons. Nous changeons les lois, nos émotions, nos sentiments changent à travers le temps, à travers l'histoire. Et du coup, les lois aussi doivent être adaptées. Ce qu'on acceptait il y a 100 ans par rapport aux droits des femmes est inacceptable aujourd'hui. Donc ce sont ces lois-là qui étaient à une époque donnée acceptées de tout le monde et comme si c'était naturel. Puis tout d'un coup, il y a eu des intellectuels ou des politiciens ou des activistes ou tout un groupe de gens qui se sont dressés contre ces lois qui semblaient être naturelles. Alors que ce n'était pas. C'est des lois que nous, en tant qu'humains, nous avons créées. Donc nous, en tant qu'humains, nous avons le droit de les changer si on veut, si on trouve qu'il y a des limites à ces lois. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de loi, mais on a besoin toujours de quelqu'un qui dit non à la loi. Parce que la loi n'est pas éternelle, la loi est ponctuelle. Alors à mon avis, c'est un peu ça, ce sont des principes de base, je veux dire, je ne suis même pas en train de philosopher ou quoi que ce soit. C'est les principes que j'essaie de mettre en exécution dans ma propre vie aussi, dans l'écriture, dans la réflexion, dans la recherche, dans l'idée de jusqu'où on peut aller dans l'activisme, etc. Alors à un moment donné, pour vous ramener à quelque chose de beaucoup plus concret, on a eu plusieurs élections présidentielles depuis la révolution en Égypte en 2011. Et chaque fois qu'on a une élection, des élections présidentielles, les gens se mobilisent, etc. Et moi, j'essaie, si je suis invitée à dire un mot à la télé ou à la radio ou ailleurs, j'essaie de ramener le débat à l'échelle des principes de base. C'est quoi les principes de base? Si on veut dire, on est pour la démocratie, quels seraient les principes de base de la démocratie? C'est le fait, par exemple, qu'à un moment donné de l'histoire de l'Égypte après la Révolution, les frères musulmans, qui est un groupe fasciste, accèdent au pouvoir. Je suis contre ce groupe, c'est un groupe fasciste. Et il a accédé au pouvoir par des élections où le peuple a dit un mot. Le peuple avait choisi ce président des frères musulmans fascistes. Je suis pour la démocratie et pour l'exercice de ce droit, donc il faut l'appuyer.
Après, dès qu'il arrive, dès qu'il accède au pouvoir, moi je me dresse pour dire que c'est un fasciste. Que Hitler a été élu démocratiquement et il ne faut pas l'oublier. Et donc ce monsieur-là a été élu démocratiquement, mais ça n'empêche qu'il est un fasciste et qu'il faut se dresser direct contre lui. Et donc la lutte a commencé le jour même où il a accédé au pouvoir. Il a été évincé au bout d'un an, et par des élections démocratiques, on a eu encore une fois un président militaire. C'est ce président militaire-là, dès qu'il a accédé au pouvoir, que, en tant qu'intellectuel, je me suis tout de suite prononcée contre lui. Et il est arrivé démocratiquement, et je suis pour la démocratie. Je suis tout à fait à 100% pour cet exercice de nos droits démocratiques. Mais ça ne veut pas dire que je l'accepte. Donc le pouvoir, il est là. J'accepte l'existence de ce pouvoir, mais je n'accepte pas de céder à ce pouvoir inconditionnellement. Il faut toujours travailler contre les abus de ce pouvoir, et chaque fois qu'on dit pouvoir, on dit abus. C'est sûr. Merci Marie-Mé. Merci à vous.